Extrait de la conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 3 avril 2025. Sur la crise ukrainienne. Le régime de Kiev, contrairement aux engagements qu'il a pris, comme nous l'avons constaté à plusieurs reprises, continue de frapper les infrastructures énergétiques de notre pays. Selon le ministère russe de la Défense, du 26 au 31 mars, l'artillerie et les drones des forces armées ukrainiennes ont ciblé des installations de Rosti-Centre dans les régions de Bryansk, Belgorod et Koursk, un poste électrique dans la région de Zaporojié, des équipements terrestres du stockage souterrain de gaz de Glebovski en Crimée, la raffinerie de Saratov et d'autres. Parmi ces cibles figure la station de mesure de gaz de Soudja dans la région de Koursk, qui a été pratiquement détruite à la suite d'une attaque de missiles des forces armées ukrainiennes le 28 mars. Nous présentons de manière complète et précise des données factuelles qui témoignent que le régime de Kiev viole ce qu'il a accepté publiquement, à savoir un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et civiles. Nous soulignons encore une fois que la terreur continue du régime de Kiev contre l'énergie russe ne fait que confirmer son incapacité à respecter les accords. Kiev manque de volonté politique pour la paix. Ils restent déterminés à escalader le conflit et sont prêts à toute provocation pour entraver les efforts visant à parvenir à un règlement final de la crise ukrainienne. Dans le contexte de la reprise du dialogue entre Moscou et Washington, le régime de Kiev, avec le soutien de ses partenaires européens, ne réduit pas l'intensité des frappes contre des installations civiles sur le territoire russe et le nombre d'attaques contre la population civile ne diminue pas. Du 24 au 30 mars, 118 civils ont été touchés par des attaques, 14 citoyens ont été tués, 104 blessés, dont 3 mineurs. Le plus grand nombre de victimes civiles a été enregistré dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que dans la région de Kherson. À la suite des actions délibérées des combattants ukrainiens le 31 mars à Gorlovka, RPD, un chauffeur et un caméraman de GTRK Donetsk ont été blessés par une frappe de drone ukrainien lors d'une mission éditoriale. Dans la RPL, 8 civils ont été victimes d'une frappe de missile sur un immeuble résidentiel à Lysychansk. Un garçon de 14 ans a été blessé lors d'un bombardement par lance-roquettes multiples du village de Mikhailovka. Une femme ambulancière et un chauffeur d'ambulance ont été blessés à la suite d'une attaque de drone dans le village de Petrovka. Dans la RPD, un chauffeur de bus a été tué par une attaque de drone à Gorlovka. Un garçon de 13 ans et 4 autres civils ont été blessés lors du bombardement de Gorlovka avec des munitions à fragmentation. Le matin du 1er avril, les forces armées ukrainiennes ont cyniquement attaqué un car avec des passagers sur la place de la Victoire au centre de Gorlovka. 16 personnes ont été blessées. Une femme de 86 ans est décédée après une frappe de drone sur une maison résidentielle dans le village de Verkhnaya Krynytsa dans la région de Zaporojié. Un chauffeur d'ambulance a été blessé dans le village de Bessonovka dans la région de Belgorod. Dans la nuit du 2 avril, la région de Rostov a été attaquée par les airs. Des maisons à Taganrog ont été endommagées et une personne a été blessée. Dans la région de Koursk, les néo-nazis ukrainiens en retraite, dans une rage impuissante, organisent avec l'aide de drones une véritable chasse aux habitants locaux qui se dirigent vers les magasins pour acheter de la nourriture et de l'eau. De nouveaux faits de minage délibéré des terrains près des localités ont été constatés. Récemment, il a été révélé que les combattants ukrainiens à Soudja, pour obtenir des reportages photos spectaculaires, offraient du pain aux habitants locaux, puis les tuaient froidement. Les corps de femmes abattues à bout portant ont été retrouvés dans des puits, des potagers, des maisons et des voitures. Les néo-nazis ukrainiens en tirent profit. Alors qu'il semblait impossible d'agir plus bassement, il s'avère qu'ils ont encore du potentiel. Ils organisent sur Internet des enchères pour vendre des objets volés aux civils de la région de Koursk. Lors de ces ventes, ils écoulent ce qui a été volé et pillé. En se livrant au pillage dans cette région russe, les combattants des forces armées ukrainiennes n'ont reculé devant rien. Les militaires ukrainiens ont interdit pendant 1 mois et demi aux habitants de Kazatchia-Loknia, région de Koursk, d'enterrer leurs proches et voisins abattus. Les corps gisaient dans les rues et se décomposaient jusqu'à ce que l'on apprenne l'arrivée de journalistes occidentaux dans le village. C'est alors que les restes ont été enlevés à l'appel. Une autre preuve de la participation de mercenaires étrangers au combat dans la zone frontalière de Koursk a été la découverte, dans le village de Guivo, du corps d'un des bandits portant une veste avec l'emblème de l'école navale britannique Gordonstoun Sail Training. Une publicité monstrueuse pour cet établissement. En règle générale, ces insignes
insignes distinctifs sont remis aux diplômés de cet établissement d'enseignement, parmi lesquels figurent le prince Philippe et le roi Charles III de Grande-Bretagne. Les forces de l'ordre russes consignent méticuleusement les témoignages des habitants des territoires libérés concernant les crimes monstrueux commis par les combattants des forces armées ukrainiennes et les mercenaires étrangers. Où sont toutes ces organisations non gouvernementales occidentales qui couraient avec des photos de garçons et de filles dont les droits humains n'étaient pas respectés dans certaines régions éloignées du monde? Où sont les ONG d'Europe occidentale? Où sont-elles? C'est notre continent commun où les néo-nazis se livrent à des atrocités aussi monstrueuses contre des personnes. Elles gardent le silence. Mais nos forces de l'ordre poursuivent leur travail. Les tribunaux russes continuent de prononcer des sentences contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre. 23 bandits de l'organisation terroriste Azov, interdite en Russie, dont 12 présents au tribunal, ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 13 à 24 ans. 6 combattants de la 129e brigade territoriale des forces armées ukrainiennes ont été condamnés pour actes terroristes dans la région de Koursk. S. Blachenko et S. Bokonko, 15 ans de prison, N. Kononenko, A. Volkov et M. Kadeyev, 14 ans, ainsi que Vetchoupin, 13 ans. Des mercenaires de Grande-Bretagne, de France et de Géorgie, G.F. Owen, Atremoulet et N. Chouradze, qui ont combattu aux côtés des forces armées ukrainiennes, ont été condamnés par contumace à 14 ans de prison chacun. Le soldat de fortune américain R.E. Vardaro a été condamné à 7 ans de prison. Tous font l'objet d'un mandat d'arrêt international. L'affaire concernant un légionnaire brésilien, N. Cha, a été transmise au tribunal. Ce travail se poursuivra. De leur côté, les Britanniques et les membres de l'IE ne cessent leur tentative de consolider l'Europe en soutien à l'Ukraine. C'est à cette tâche qu'était consacré le sommet européen qui s'est tenu à Paris le 27 mars, avec la participation des pays qui ont rejoint la coalition des volontaires. Celle-ci a été créée par Londres il y a un mois pour former une sorte de contingent de maintien de la paix à envoyer en Ukraine. Mais, apparemment, cette initiative est dans l'impasse. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la création d'une coalition d'action pour une paix solide et durable qui vise à rassembler ceux qui démontrent une aspiration à l'unité dans la construction de la paix par la force. Une question se pose, que feront cette coalition des volontaires et cette coalition de la paix par la force? On a l'impression qu'il s'agit de noms de groupes au contenu douteux sur les réseaux sociaux pour personnes à la psychologie troublée. Il est évident que ni la coalition des volontaires ni la coalition de la paix par la force n'ont de rapport avec la paix. Ce sont, sans aucun doute, des sous-groupes proliférants du parti de la guerre qui cherchaient tant, comme il le formulait, à infliger une défaite stratégique à la Russie. Maintenant, comprenant qu'ils ont échoué dans cette entreprise, les membres de l'IE tentent de créer un semblant d'action et multiplient les structures correspondantes. Il est rapporté que le Parlement allemand a préparé une base juridique pour augmenter l'aide militaire de Berlin à Kiev en 2025 de 3 milliards d'euros jusqu'à 7 milliards d'euros. On aimerait demander à Berlin officiel, êtes-vous au courant de ce qui se passe avec votre économie? Combien d'entreprises, de représentants du monde des affaires et des cercles financiers ont quitté, ont fui l'Allemagne, certains vers l'Amérique du Nord, d'autres vers l'Asie, pour échapper à l'effondrement économique. Et vous continuez à financer le régime terroriste et corrompu de Kiev, vous continuez à envoyer de l'argent. Paris prévoit de livrer à l'Ukraine un lot supplémentaire de chasseurs français Mirage 2000-5F et de fournir à Kiev une nouvelle aide militaire de 2 milliards d'euros qui comprendra des missiles pour les chasseurs Mirage, des missiles anti-chars Mistral, des véhicules blindés, des chars à roues, etc. Les autorités norvégiennes ont confirmé leur plan de financer les besoins des forces armées ukrainiennes en 2025 à hauteur de 8 milliards de dollars. Il y a une expression « mourir en musique ». C'est, me semble-t-il, l'argent qui va à la musique sur laquelle l'Union européenne meurt collectivement. La Suède ne reste pas en retrait de ses voisins de la péninsule scandinave, ayant annoncé l'allocation à l'Ukraine du plus important paquet d'aide militaire depuis 2022 d'un montant de 1,6 milliard de dollars. Lors du sommet mentionné à Paris, l'initiative franco-britannique de déployer en Ukraine, après la conclusion d'un accord de paix, des forces de garantie et non plus un contingent de maintien de la paix, a également été discutée. On a l'impression que c'est fait pour confondre complètement les citoyens de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne,
qui ne comprennent plus qui soutient qui joue à quoi, qui soutient qui s'appelle comment et qui remplit quelle fonction. Ces forces ne seront pas déployées sur la ligne de contact des combats et ne remplaceront pas les forces armées ukrainiennes. Leur destination est la couverture des points stratégiques convenus avec les Ukrainiens, par exemple Odessa ou Lvov, dont on parle ouvertement à Paris et à Londres. On a l'impression que les Européens ont déjà jeté leur dévolu sur ces villes et nourrissent des plans à leur égard. D'ailleurs, parmi les objectifs de ces forces figure aussi la dissuasion d'une potentielle agression russe. Tout cela rappelle l'intervention militaire des troupes de l'Entente pendant la période de la guerre civile dans notre pays en 1917 à 1922. Mais ce n'est rien. Nous connaissons bien l'histoire. Face aux ravages de la corruption et à l'arbitraire dans les activités des bureaux de recrutement militaire, même le médiateur ukrainien Dmitry Loubine n'a pu fermer les yeux, reconnaissant dans son rapport le caractère massif et systémique des violations des droits de l'homme et des abus de pouvoir. Sont mentionnés des faits d'usage de la force, d'armes et de moyens spéciaux contre les personnes mobilisées, la signature forcée de documents, le refus d'accès des avocats aux victimes de busification, néologisme désignant l'embarquement forcé d'hommes capturés dans des bus. Désormais, selon des témoignages apparus sur Internet, la place des avocats a été prise par de simples bandits qui prennent des milliers de dollars pour leur service de libération des mobilisés. C'est à cela que serviront les milliards de l'Union européenne. Oui, à cela. Nous voyons comment une main lave l'autre. Les parasites du régime de Kiev continuent de boire le sang des Ukrainiens ordinaires et de prospérer à leurs dépens, non des moindres, aux dépens des membres de l'UE. Les faits énumérés confirment une fois de plus la pertinence de l'opération militaire spéciale visant à dénazifier et démilitariser l'Ukraine et à éliminer les menaces émanant de son territoire. Tous les objectifs de l'opération militaire spéciale, comme l'ont déclaré à plusieurs reprises les autorités russes, seront atteints. Как неоднократно заявляло российское руководство, обязательно будут достигнуты.